Merci beaucoup, Brice. Tout le monde, tu m'entends? Oui, Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, comme Brice l'a dit, je suis Louis Bézil, je suis avocat et le conseiller juridique pour le Québec à Conservation de la Nature Canada. Pour les amoureux de présentations PowerPoint détaillées, vous serez malheureusement un peu déçus car c'est assez sommaire mon affaire. Je vous invite peut-être plus à vous équiper là, d'un papier, d'un crayon. Il y aura aussi un document de travail sur les aires protégées qui va être fourni au RMN et à la FFQ là, après cette présentation et qui va porter là, en fait sur certains aspects de celle-ci. Donc, aujourd'hui, comme Brice vous l'a mentionné, je souhaite vous parler du concept de l'aire protégée avec un grand A et un grand P. Donc, on en parle souvent, mais on se réfère en fait rarement à la définition que je dirais soit technique là, ou juridique du terme. Or, pour le ministère de l'Environnement, que je vais appeler MELCC dans cette présentation, si ce concept-là d'air protégé, il est central, il est en fait au cœur même de notre fameux programme de financement projet partenariat pour les milieux naturels, donc le fameux PPMN, principalement au niveau du volet protection et acquisition. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est que vous compreniez le concept de l'aire protégé pour que vous puissiez vous assurer que vos projets d'acquisition que vous voulez financer avec du PPMN remplissent en fait les critères d'admissibilité du programme, donc du PPMN. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur la structure même du PPMN. Donc, Conservation de la Nature Canada, donc CNC a signé l'entente cadre du PPMN avec le MELCC, entente qui vous a été présentée là, par Karine et Gwenaël de CNC là, dans les deux dernières rencontres. CNC, lui, est dans le processus de convenir d'entente qu'on appelle miroir avec ses principaux partenaires de conservation, notamment la FFQ. Donc, Christine présentait d'ailleurs la semaine passée à ce sujet-là. La FFQ, elle a ensuite donc le rôle de distribuer des sommes du PPMN aux organismes de conservation du Québec. Donc, les partenaires qui veulent appliquer à la FFQ, par exemple, pour bénéficier d'argent PPMN, sont soumis aux mêmes exigences et aux mêmes obligations que CNC au niveau de l'admissibilité de leur projet. Ces exigences-là, je vous le dis, elles sont sévères, d'où le projet de formation de présentation aujourd'hui. Et comme je le disais d'entrée de jeu, les projets PPMN, notamment ceux qui visent des acquisitions, doivent avant tout pouvoir se qualifier comme aire protégée. C'est le critère numéro un. Et c'est la raison pour laquelle je vais axer principalement ma présentation aujourd'hui sur la définition et l'interprétation que font tant les lois québécoises que le MELCC de la notion de l'aire protégée. Donc, d'abord, je vous dis que c'est au cœur du PPMN, cette notion-là d'air protégé. Voici un extrait de l'entente de financement. Donc, Brice, on peut commencer avec la première diapo. Euh, donc, l'extrait, c'est le PPMN servira en grande partie à l'acquisition directe de propriétés privées ayant une valeur écologique par des achats ou grâce à des dons, ainsi qu'à l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles de conservation sur des propriétés privées se qualifiant comme aires protégées et pouvant donc être inscrites au registre des aires protégées au Québec. Donc, on va commencer avec la définition de l'aire protégée selon la loi modifiant la loi sur la conservation du patrimoine naturel, que je vais appeler LCPN. Là, c'est une de nos lois cadres en conservation au Québec. Puis, comme probablement vous le savez, là, donc il y a eu un changement législatif. Là, il y avait l'ancienne LCPN, puis la nouvelle LCPN, elle est en vigueur depuis le 19 mars dernier. Dans cette loi-là,
le terme aire protégée est défini, mais vous allez voir, il n'est pas défini trop en détail. On dit une aire protégée, c'est une aire protégée au sens où l'entend l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN, dans les lignes directrices pour l'application des catégories de gestion aux aires protégées 2008. Bon, qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver? On va passer à la prochaine diapo. On va aller voir qu'est-ce que l'UICN dit de l'aire protégée. Donc, depuis 2008, l'UICN définit une aire protégée comme un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc, ça commence à être concret, là. On a des éléments dans cette définition-là. On va regarder ça tantôt plus en détail. On va décortiquer cette définition-là un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, le MELCC a produit un premier document de travail en juin 2020 qui a été mis à jour le 12 avril dernier. C'est un document qui évolue occasionnellement, donc il faut faire attention, c'est pas la Bible, mais ça donne une bonne base. Et ça a pour but d'aider, et je dis bien aider parce que c'est pas exhaustif, c'est pas final non plus, à comprendre les critères d'admissibilité, pour une aire protégée aux yeux du ministère. Critères desquels on va s'inspirer pour s'assurer que nos projets sont admissibles au PPMN. Donc, il y a certains de ces critères-là qui sont évidents, puis pour beaucoup d'entre vous, ça va être plus l'objet d'un rappel, mais il y en a d'autres qui sont plus, disons, contemporains ou qui ont été précisés dans le document du ministère. Donc, Brice, on va changer de diapo, s'il te plaît. Donc, il y a trois principaux critères qui doivent être respectés pour qu'une propriété puisse être considérée comme une aire protégée. Le premier élément, c'est le respect de la définition d'aire protégée qui est prévue dans la loi modifiant la LCPN, donc qui est finalement la définition de l'UICN. Le deuxième élément, c'est la pérennité de l'aire protégée qui doit être assurée. Et le troisième élément, c'est peut-être celui qui est un peu plus contemporain et en tout cas pas plus contemporain, mais disons sur lequel on a peut-être maintenant un peu plus de détails, puis qui est le point sur lequel des fois on a le plus d'enjeux, c'est il doit y avoir une absence de droits grevant la propriété qui sont incompatibles avec l'objectif principal qui est la conservation. Donc, premier élément, validation avec la définition d'aire protégée. Donc, comme je le disais, la définition qui est utilisée dans le document du ministère, un document qui va d'ailleurs être partagé au RMN et à la FFQ. Donc, la définition qui est utilisée dans ce document, c'est la définition de l'UICN que je vous ai présentée tantôt parce que, comme je vous dis, c'est à cette définition-là que la SCPN réfère. Donc, je vais décortiquer cette définition-là et je vais vous expliquer ce qui, pour chaque élément, est exigé par le ministère pour déterminer si une propriété est admissible au registre des aires protégées ou pas. Donc, il faut, d'entrée de jeu, s'assurer que notre projet, il faut s'assurer que chaque élément de la définition est rencontré. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît, Brice. Donc, premier élément de la définition, c'est la propriété, en fait pas la propriété, mais une aire protégée, c'est un espace géographique clairement défini. Donc, quand je ramène ça à un projet concret de protection, un projet concret de conservation, vous êtes en train de négocier une acquisition, ça cause pas trop de problèmes. Hein. Pour un achat ou pour une donation, règle générale, on achète des terrains qui sont associés à un numéro de lot, dans un cadastre rénové. Donc, c'est un espace géographique clairement défini. Vous êtes en train de négocier une servitude de conservation, même principe, si la servitude s'applique sur un lot complet d'un cadastre rénové, il n'y a pas d'enjeu. Puis si ça porte sur une partie de la propriété seulement, sur une partie d'un lot rénové, ben là, vous demandez à un arpenteur de faire une description technique. Bon, je pense que tout le monde est habitué quand même
avec ces outils-là. Donc, cet élément-là n'est pas problématique en terre privée. Ensuite, on dit reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre. Bon, encore là, si on est dans un contexte d'achat ou de donation, le simple régime juridique de constitution de l'organisme de conservation, donc on parle des lois qui régissent les OBNL, on parle des lettres patentes de l'OBNL, des règles de régie interne de l'OBNL. Donc, ces éléments-là suffisent normalement pour satisfaire à ce critère-là. Donc, un OBNL de conservation doit agir en fonction de sa mission. OK, ça, c'est prévu par les lois. Sa mission est prévue à ses lettres patentes. Puis, donc, en général, il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dessus. Donc, c'est possible pour les organismes qui vont passer par la FFQ pour demander des fonds PPMN pour des projets d'acquisition, que la FFQ vous demande de lui fournir ces documents-là quand vous allez faire votre demande, à eux de voir s'ils l'exigent. On va aussi en parler plus tard, mais le PPMN exige à tout organisme dont le projet est financé par le programme d'inclure une clause particulière dans ses actes d'acquisition. Si on est plutôt dans un projet de servitude de conservation, ben alors là, c'est l'acte de servitude lui-même, puis notamment la liste de toutes les restrictions à l'acte qui vont faire foi du régime d'usage qui vont être permis sur la propriété, du respect de l'objectif de conservation qui est fixé. Donc, l'acte de servitude, concrètement, va devoir être au préalable approuvé par la FFQ et ça va se rendre jusqu'au ministère. C'est le ministère qui va commenter et approuver avant l'acquisition, avant la signature de l'acte de servitude chez le notaire. Le ministère va devoir s'être penché, l'avoir analysé, l'avoir commenté. C'est un travail, je vous dirais, de moine quand on fait un projet de servitude de conservation dans le cadre du PPMN. Dernier élément de la définition, donc afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Bon, alors ça, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif principal d'une aire protégée, puis ça va avoir l'air évident, mais des fois on l'oublie, là, c'est la conservation de la nature et des milieux naturels de la propriété. Il faut toujours se rappeler de cet élément-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres usages qui peuvent être permis sur la propriété, mais, et c'est vraiment capital ici, la conservation, c'est ça qu'on oublie des fois, là, la conservation doit toujours primer. Et les autres usages qui peuvent être permis sur la propriété ne doivent en aucun cas porter préjudice à la conservation. OK? On va regarder tantôt, c'est le critère 3, là, les droits qui peuvent compromettre un statut d'aire protégé. Donc, on va regarder ça un peu plus en détail, mais je vous donne des exemples ici assez évidents. OK? Donc, dans les usages qui sont généralement tolérés ou acceptés sur une aire protégée, on parle de chasse, de pêche, de randonnée pédestre. C'est généralement pas, quand c'est bien encadré, et à certaines conditions, c'est généralement pas incompatible avec un statut d'aire protégé. Par contre, je vais à l'autre extrême, des activités de foresterie, des usages, pardon, de foresterie commerciale, de l'agriculture commerciale, de la sériculture commerciale, mais même des fois pas commerciale, juste même à des fins individuelles, mais qui sont pas encadrées, ça va être non compatible avec un statut d'aire protégé. Le deuxième élément, c'est la notion de pérennité. Donc là, on a ventilé la définition de l'aire protégée. On veut s'assurer que notre projet respecte la définition d'une aire protégée. Maintenant, il faut s'assurer que l'aire protégée ou que la conservation sur le milieu naturel va être pérenne. Donc, il faut être en mesure, en fait, de démontrer que le statut d'aire protégée va transcender les changements de propriétaire. Pour un achat ou une donation, c'est généralement pas un enjeu.
OK? Parce que l'organisme, l'organisme de conservation, il est propriétaire, puis avec ses lettres patentes, s'il veut transférer sa propriété, en général, il va devoir le faire à un organisme qui poursuit la même mission. C'est général dans dans toutes les lettres patentes de tous les organismes, cette clause-là est prévue. En plus, je vous en parlais tantôt, il y a une clause PPMN qu'on va devoir mettre dans chaque dossier d'achat, d'acquisition de terrain, qui, en gros, ce qu'elle stipule, on va la voir plus tard, mais ce que ça stipule, c'est que le ministère doit approuver tout transfert de propriété, tout futur transfert de propriété. Et par expérience, je peux vous dire que si une demande de transfert lui est faite, il va exiger des garanties concrètes que la conservation va être assurée sur la propriété. OK? Pour ce qui est des projets de servitude de conservation, c'est assez simple. Le PPMN ne finance que les projets de servitude réelle et perpétuelle. OK? Donc, des servitudes temporaires, personnellement, j'ai jamais vu d'organisme faire des servitudes de conservation temporaire, mais si jamais quelqu'un avait envie de faire ça, ce n'est pas permis. Puis les servitudes personnelles de conservation ne sont pas permises non plus. Ça, je sais qu'il y a quelques organismes qui avaient commencé à en faire. Ce n'est pas permis par le PPMN. Donc, ça prend des servitudes réelles et perpétuelles, donc des servitudes qui vont grever la propriété, peu importe les changements de propriétaire à venir ad vitam aeternam. Le ministère va aussi exiger qu'une clause soit inscrite dans l'acte stipulant que l'organisme bénéficiaire ne peut pas en fait renoncer à la servitude sans autorisation préalable du ministère. Donc, ces deux premières notions-là, la définition de l'aire protégée puis la notion de pérennité, causent généralement assez peu d'enjeux. On est habitué de travailler dans ces conditions puis dans ces critères-là. Je vous dirais que là où le bas blesse, ou disons là où c'est plus intense, c'est au niveau du troisième élément, à savoir qu'il ne doit pas y avoir de droit susceptible de compromettre la vocation de conservation du territoire. Donc, qu'est-ce qui peut disqualifier une propriété d'être considérée comme une aire protégée qui peut empêcher son inscription au registre? Donc, Brice, tu peux tu peux mettre la prochaine slide. Pour nous aider, pour nous éclairer, le ministère a produit une liste des droits qui sont interdits. Et quand je parle de droits interdits, je parle de droits autant que l'organisme ne peut pas permettre une fois qu'il est propriétaire. OK? Donc, je pense à autant à Conservation de la nature que dans d'autres organismes, on avait parfois l'habitude d'octroyer des baux agricoles ou des baux acéricoles ou bon, tu sais, donc je parle autant des droits que nous, comme organisme, une fois qu'on est rendu propriétaire, on avait tendance à octroyer, mais aussi des droits qui ne peuvent pas grever la propriété au moment de son acquisition. OK? Donc, on parle ici de charges ou servitudes existantes. Si on regarde là, la liste, par exemple, un droit de passage dont l'assiette n'est pas définie, ne comporte pas déjà un sentier sur lequel le droit de passage est susceptible de s'exercer, ça fonctionne pas. Un droit de puisage d'eau, ça fonctionne pas. Une servitude d'utilité publique dont l'emprise totalise plus de 25% de la superficie du territoire ciblé, ça fonctionne pas, ou de façon générale, tout droit susceptible de compromettre la primauté des objectifs de conservation devant s'appliquer au sein de toute aire protégée, ou encore tout droit susceptible de prévenir l'atteinte des objectifs de conservation ayant été définis au sein d'une aire protégée. Donc, honnêtement, là, on dirait que, pas qu'on dirait, mais à date, on a traité beaucoup de dossiers à conservation nature, autant les nôtres que ceux de certains de nos partenaires. Puis je vous dirais qu'il y a c'est ça, environ 40% des dossiers qui sont réalisés dans le cadre du PPMN, qui ont été traités à date, qui vont présenter dans le cadre de leur vérification diligente des enjeux de présence de droits incompatibles.
Je parle même pas ici d'usage que l'organisme veut permettre une fois que le terrain est acquis. Je parle d'usage qui affecte l'immeuble au niveau des titres. Donc, il faut être très vigilant, très pointilleux dans l'analyse de nos dossiers de titres et de nos évaluations environnementales sur le terrain. Donc, on est encore à établir avec le ministère comment gérer les situations quand il y a un droit problématique qui grève une propriété. Ça évolue. Pour le moment, quand une servitude ou une charge est incompatible, OK, je vais vous donner des exemples tantôt, mais quand une servitude ou une charge est vraiment incompatible avec le statut d'aire protégé, il faut qu'elle soit radiée avant la transaction. OK? Il y a des exceptions, notamment pour les servitudes de passage non localisées, parce que c'était trop fréquent. Fait que je vous donne deux exemples. Vous faites votre analyse de titre et vous vous rendez compte qu'il y a un droit de coupe qui affecte la propriété que vous souhaitez acquérir. Un droit de coupe, c'est incompatible avec un statut d'aire protégé. Alors, vous devez trouver une solution avec votre juriste pour que ce droit-là soit radié avant la transaction. OK? Donc, un droit de coupe, c'est quand le droit de couper des arbres sur un terrain appartient à un tiers, appartient pas au propriétaire du tréfonds, du fond de terrain. C'est rare que ça arrive, mais ça arrive parfois. Des fois, le fond de terrain appartient à un individu, puis le droit de coupe à une compagnie forestière. Si cette situation-là se présentait, ben, il va falloir que vous achetiez le droit de coupe à la forestière, vous vous arrangez pour que ça soit éteint. Donc, tu sais, si vous voyez dans votre rapport titre qu'il y a un droit de coupe qui est présent sur votre propriété, ça doit allumer deux, trois drapeaux, deux, trois lumières rouges, comme de quoi c'est un dossier qui est potentiellement problématique. À l'autre extrême, vous avez un droit de passage qui n'est pas localisé, qui n'a pas d'assiette de servitude. Ben là, il faut se poser la question, est-ce que ce droit de passage-là s'exerce sur un chemin? Si oui, il va falloir localiser le chemin, puis généralement, il n'y aura pas de problème avec ça. Mais s'il n'y a ni assiette de servitude, ni de chemin, et ça, c'est la situation qu'on voit le plus fréquemment, alors théoriquement, ce droit de passage-là, cette servitude de passage-là qui affecte les titres est problématique et est incompatible avec un statut d'aire protégé. Mais comme cette situation-là arrivait fréquemment, on s'est entendu avec le ministère que dans ces situations-là, l'organisme de conservation va déterminer un couloir où le passage de la servitude, donc on parle d'une servitude de passage qui, s'il n'y a pas de chemin qui existe, c'est qu'elle n'est pas utilisée. Mais là, on dit au ministère dans une lettre, si jamais on m'exigeait, le bénéficiaire de cette servitude-là voulait l'utiliser, je vais lui octroyer le droit de passage dans ce couloir-là. Donc, on identifie un couloir sur une carte. On s'engage auprès du ministère que c'est dans ce couloir-là que le passage va s'effectuer. Et si ça devait changer dans le futur, on va devoir demander au ministère l'autorisation pour modifier notre carte dans laquelle, où est-ce qu'on a prévu que le passage allait s'exercer. On va fournir à la FFQ un exemple de cette lettre-là. Là. Nous, on en a déjà fait beaucoup avec le ministère pour que vous ayez un modèle sur lequel vous basez. OK? Donc, bref, en gros, chaque servitude qui est relevée par le notaire dans le rapport titre doit faire l'objet d'une étude approfondie pour comprendre si cette charge-là est incompatible avec un statut d'aire protégé ou non. OK? Et au besoin, poser la question à la FFQ, puis la FFQ pourra nous la poser à nous, s'ils n'ont pas la réponse, là. Mais il faut vraiment, dès qu'il y a une charge qui est identifiée dans votre rapport titre, il y a une analyse de cette charge-là qui doit être faite. OK? C'est là que je vous disais que quand je vous dis que c'est quand même sévère, les critères, ça, c'est un exemple où est-ce que c'est assez costaud comme vérification qu'on doit faire. Je vous ai dit tantôt que les activités forestières, agricoles et acéricoles sont interdites. Sachez, je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez simplement
qu'il y a des exceptions, en fait, dans certaines conditions particulières et sans aucune garantie que ça soit approuvé par le ministère de l'Environnement. Mais sachez que euh, ces trois usages-là peuvent être permis dans une aire protégée, mais sous de très, très sévères conditions. Je donne un exemple. Dans certains cas, la coupe de bois peut être permise sur une aire protégée, mais c'est uniquement à des fins personnelles pour du bois de chauffage, du bois de sciage. C'est la quantité qu'on peut récolter est très, très limitée. Même chose un peu pour de la sériculture. C'est de la sériculture ultra artisanale avec un nombre d'entailles très, très limité. Pour les activités agricoles, ben, c'est maintien de milieu ouvert, un petit peu de pâturage. Donc, c'est vraiment très peu intrusif, mais sachez juste que, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui est actifs dans des secteurs où il y a des activités agricoles ou des activités acéricoles, ben, sachez que il y a certaines possibilités quand même qu'on a le droit de faire dans certaines circonstances sous réserve de l'approbation du ministère. Puis c'est pas garanti que le ministère va l'autoriser, notamment les activités acéricoles dans un milieu de moins de 6 hectares ne sont jamais permises. Bref, il y a toutes sortes de conditions à respecter, mais sachez qu'il y a quand même certaines petites possibilités qui se trouvent détaillées dans le document de travail du ministère, qui, je vous le répète, est un document évolutif. C'est un document de travail, c'est pas la Bible, mais c'est un document sur lequel qui nous donne quand même certaines informations. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas sur la propriété des droits qui peuvent être incompatibles avec un statut d'aire protégé, ben, première des choses, il faut s'assurer que comme organisme, une fois qu'on va être propriétaire du terrain, on n'en octroiera pas des droits qui sont incompatibles avec une aire protégée. Donc, je pense par exemple à un bail. On a l'habitude d'octroyer des baux sur certaines de nos propriétés. Il faut faire extrêmement attention que ces baux-là respectent les critères des aires protégées. Mais il faut surtout faire faire un rapport titre le plus rapidement possible dans le processus d'acquisition. Donc, nous, à Conservation de la nature, c'est le premier mandat professionnel qu'on octroie dès la signature de notre option d'achat. OK? Donc, on signe notre option d'achat, puis tout de suite, boum, on mandate un notaire pour faire le rapport sur les titres pour qu'on s'assure de savoir est-ce qu'il y a des charges qui affectent la propriété qui sont incompatibles avec le statut d'aire protégé. Donc, il y a un modèle, là, pour parler du rapport titre, là, il y a un modèle type de mandat notaire que Conservation de la nature peut fournir à la FFQ pour s'assurer de respecter, entre autres, les exigences de vérification minimale du PPMN. Donc, le PPMN exige une série de vérifications minimales. Je vous dirais que nous, à CNC, on s'est inspiré de ça, puis on a peut-être un peu bonifié, là, puis on a un modèle de mandat type qu'on octroie à nos notaires pour avoir une recherche là, par écrit. Donc, en résumé, il faut s'assurer que les titres, d'abord, ne sont pas viciés. OK? Donc, c'est pas juste de vérifier qu'il n'y ait pas de charge, il faut s'assurer que les titres ne sont pas viciés parce que, comme je l'ai dit tantôt, le statut d'une aire protégée doit être périn. Donc, pour ça, il ne faut pas que quelqu'un puisse challenger nos titres. Bon. Puis que s'il y a un vice, ça arrive souvent, qu'il y a des vices de titre, ben, on sait comment remédier à la situation et surtout, on va le faire avant la transaction. OK? Ça peut arriver des situations où est-ce qu'on a un vice de titre, puis il faut aller chercher un jugement déclaratoire. Ben, on va le faire avant la transaction pour que quand on se porte acquéreur de la propriété, les titres, les vices de titre soient complètement purgés. Il faut aussi que les charges, donc les hypothèques, les servitudes, les baux qui affectent ou qui affecteront la propriété sont bien connues, elles sont détaillées et elles sont localisées. OK, ça revient à ce que je vous disais tantôt. Donc, je sais pas, j'en ai parlé, mais l'objectif, c'est de savoir s'il y a des servitudes qui s'appliquent à la propriété, qui unissent à l'objectif premier, qui est la conservation des milieux naturels. J'ai donné les exemples des coupes de bois qui appartiennent à un tiers, les servitudes de puisage d'eau, servitudes de passage en véhicules motorisés qui sont pas localisés. Euh, donc, quand vous faites face à des servitudes qui sont
des charges comme ça qui sont problématiques, ben, ces charges-là doivent être radiées avant la transaction. Puis dans certains cas, j'ai parlé tantôt de la servitude de passage, ben, elles doivent être localisées sur une carte selon la lettre qu'on va vous fournir. Donc, il y a certaines situations où est-ce qu'il faut procéder à une radiation, puis dans d'autres cas, il faut venir localiser la servitude, soit avec un arpentage ou avec une lettre. Lorsque une servitude doit être localisée par un arpenteur, je vous donne un exemple. Votre propriété que vous souhaitez acquérir est affectée par une servitude de puisage d'eau. Donc, une servitude de puisage d'eau, dans les faits, comment ça se passe? C'est un puits, puis c'est des tuyaux qui amènent l'eau chez un voisin, par exemple. Bien, il va falloir faire arpenter votre servitude par un arpenteur, l'assiette de la servitude par un arpenteur, si ce n'est pas déjà fait. Donc, dans les actes de servitude qui sont contemporains, qui sont récents, les notaires généralement vont toujours exiger que les servitudes qui affectent une propriété soient localisées, soient décrites par un arpenteur. Mais ce n'était pas le cas en 1970, puis en 1960, puis avant. Donc, quand on tombe sur une vieille servitude, par exemple, de puisage d'eau qui n'était pas localisée dans le temps, va falloir la faire localiser. Okay? Donc, on va demander à un arpenteur de nous localiser. Donc, ça va être, par exemple, on va généralement demander à un arpenteur de nous faire un certificat de localisation pour identifier toutes les charges qui affectent notre propriété et qu'on puisse les localiser. Encore là, conservation de la nature, alors, on a un modèle type parce que là, de mémoire, le PPMN exige encore là des standards minimaux. Donc, c'est un mandat type qu'on pourra partager à la FFQ sur lequel vous pourrez vous baser si vous avez besoin d'engager un arpenteur. Pour ce qui est de l'acte de vente, rapidement, je pense, Brice, que j'ai une slide. Est-ce que j'ai une slide? La prochaine slide, est-ce que c'est ça. Donc, dans les actes de vente, il faut inclure une clause PPMN. Elle doit être incluse telle quelle. On voit souvent des notaires qui l'ont un petit peu mis à leur sauce. Il ne faut pas bouger un seul des mots là-dedans. C'est un exemple que je vous mets à l'écran. Ce n'est pas nécessairement cette clause-là que vous allez devoir utiliser. Ça, c'est la clause qui est utilisée par les partenaires directs de CNC. Mais là, vous la voyez. Je vous dirais aussi, l'autre élément qui est important de valider dans les actes de vente pour les projets PPMN, c'est la question de la garantie légale. C'est important de l'avoir, puis si vous ne l'avez pas, ben c'est important de comprendre pourquoi la vente est faite sans garantie légale. Ensuite, pour les outils, Conservation de la nature a développé certains outils là, pour ne rien oublier et s'assurer d'avoir que nos projets d'acquisition PPMN remplissent tous les critères PPMN. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Encore là, on a fourni des exemples de ces outils-là à nos partenaires, dont à la FFQ, mais nous, entre autres, quand on monte un projet d'acquisition, on utilise une feuille de route. Donc, qui est un espèce de document qui, étape par étape, inclut toutes les conditions qu'on doit respecter. Donc, ça permet de rien oublier. Puis ça permet aussi d'avoir un tracking de nos dossiers d'acquisition, d'avoir une feuille dans laquelle on a toutes les informations colligées. Donc, la FFQ a de mémoire un exemple de cette feuille de route-là. Si elle ne l'a pas, elle va l'avoir bientôt. Si vous voulez vous en inspirer pour votre régie interne, allez-y. Donc, ça nous fait plaisir que cet outil-là serve. On a aussi développé, je pense qu'on est peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres organismes qui le font, mais je vous le recommande. Dans nos options d'achat, donc dans le document par lequel le vendeur s'engage à vendre un immeuble à conservation de la nature, on a inclus, un peu comme quand vous achetez une maison, par exemple, on a inclus une déclaration du vendeur. Donc, par laquelle le vendeur vient déclarer tous les usages passés et actuels sur la propriété, puis s'il y a des enjeux avec sa propriété, etc. Ça a l'air plus ou moins pertinent, c'est un terrain, on se dit pourquoi faire ça pour des terrains, mais tu sais, c'est vraiment, comme je vous ai mentionné, c'est tellement important de comprendre les usages qui ont lieu sur une propriété parce qu'on veut en faire une aire protégée que c'est un document qui permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les 10, 15, 20, 30 dernières années, puis ces usages-là sont toujours en cours présentement.
Puis finalement, post-acquisition, faites juste attention si jamais dans 3, 4, 5 ans, vous décidez d'avoir un bail avec un tiers sur une propriété qui a été acquise via du PPMN. Rappelez-vous toujours que c'est une propriété qui est une aire protégée, donc ce n'est pas tous les usages. En fait, c'est les usages que vous pouvez permettre sur votre propriétés sont ultra restreints et doivent être compatibles avec le statut d'une aire protégée. Donc, si vous voulez avoir un bail avec un chasseur, ça va, mais encore là, il va falloir vraiment s'assurer de faire attention à ce qu'on permet aux chasseurs. La circulation en véhicule motorisé, c'est pas permis n'importe comment. Si vous voulez avoir un bail avec un agriculteur, lumière rouge, en général, les activités agricoles sont pas permises sur une aire protégée. Fait que, bref, ainsi de suite. Donc, gardez-vous en note que tout ce que vous allez permettre dans le futur sur votre propriété doit respecter les critères. Donc, ça fait pas mal le tour, Brice, là, de ma présentation. On pourrait peut-être passer à la période plus questions. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Là. Je sais que c'était très technique, puis c'est pas tout. Il y en a parmi l'auditoire qui font des projets d'acquisition tous les jours. Je sais qu'il y en a que c'est moins fréquent, là, fait que peut-être que c'était un peu plus ardu pour vous, là, mais je suis disponible aussi au besoin, même après la formation, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions. Mais là, je pense que je sais pas comment tu voulais faire ça, là, Brice. Merci beaucoup. Fait que je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions soit dans la boîte de questions par écrit, ou alors si vous voulez la poser directement à l'oral, là vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole. On avait une première question de Laurent Bessner. En fait, on a eu beaucoup de questions de Laurent Bessner qui disait le passage de lignes électriques majeures de Hydro-Québec peut-il disqualifier un lot? Oui, Si je peux vas-y. me risquer une réponse, puis tu me contrediras si je me trompe. Je pense que c'est ce qui rentre dans la catégorie des servitudes d'utilité publique. Fait que dans la mesure où elles occupent moins de 25% du lot, c'est pas contraignant. Par contre, si elles occupent plus de 25% du lot, là, ça disqualifierait. Exact. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la bonne réponse. Mais je dirais que c'est la réponse un peu théorique parce que on s'est posé la question. Ça arrive parfois que des servitudes d'utilité publique ne sont pas donc n'ont pas d'assiette décrite dans leur acte constitutif. On a demandé des précisions au ministère. Est-ce que c'est l'assiette légale ou l'assiette in situ? Donc, est-ce que c'est l'assiette légale si la servitude d'utilité publique affecte l'ensemble du lot parce qu'elle n'est pas localisée? Est-ce que ça disqualifie le projet? Ou s'il y a une ligne électrique, il faut se baser sur son assiette physique? Et la réponse du ministère a été c'est l'assiette physique qui compte. Donc, il faut s'assurer que l'assiette physique et son emprise, là, parce que, mettons, quand on pense à une ligne d'hydro, on sait que la ligne d'hydro, puis après, c'est coupé de chaque côté, là, toute la ligne de coupe, il faut s'assurer que ça ne soit pas plus de 25% de la superficie totale de la propriété. Parce qu'en haut de ça, ça disqualifie le projet. Merci beaucoup. Il y a Olivier qui avait levé la main. Olivier, si tu veux ouvrir ton micro. Oui, c'est bon. Oui, je veux juste préciser 3 points. Le premier, c'est que l'interprétation de la notion d'aire protégée, de même que l'examen des droits susceptibles de compromettre la vocation d'aire protégée, pour faire cette analyse-là, le MLCC n'a absolument rien inventé. Au contraire, on s'est basé strictement et uniquement sur l'interprétation que fait l'UICN de ces aspects spécifiques. Donc, les critères qui ont été décrits, ce n'est pas les critères que le MLCC a élaborés, c'est les critères au regard de l'interprétation que fait l'UICN de ces aspects-là. Ça, c'est important de le préciser. Le MLCC n'invente rien. On se fie et on se base, on se colle le plus étroitement possible à l'interprétation que fait l'UICN de ces aspects-là. L'autre élément, juste préciser, effectivement,
il y a quand même plusieurs modalités qui doivent encadrer certains usages quand on parle de récolte, par exemple, de récolte de matières ligneuses à des fins personnelles ou encore d'activités acéricoles. Louis en a mentionné quelques-unes. Juste mentionner que l'ensemble de ces usages-là doit se faire, et c'est un aspect fondamental, doit se faire à l'intérieur d'une emprise territoriale clairement délimitée. Cette emprise territoriale-là doit être inférieure à 50% de la superficie totale de l'aire protégée. Et là, encore une fois, ce n'est pas une exigence du MLCC, c'est une recommandation, un guideline en bon français de l'UICN. Et une dernière chose que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, par exemple, dans le cas d'une servitude de puisage d'eau, oui, le minimum nécessaire pour qu'on puisse considérer ce projet-là, c'est effectivement que cette servitude-là soit définie. Cependant, c'est évident que dans le PPMN, dans certains cas, peut-être pas fréquemment, mais dans certains cas, on doit faire des choix entre des projets. Et c'est évident que pour deux projets absolument identiques, la seule différence étant la présence d'une servitude de puisage d'eau sur la propriété, bien que cette servitude-là puisse ne pas, à prime abord, disqualifier le territoire comme aire protégée si, effectivement, le droit est correctement délimité, bien, c'est sûr que toute autre chose étant égale, on va avoir tendance à favoriser le financement dans le cadre du PPMN de projets qui n'ont pas ces droits-là. Donc, c'était les trois points que je voulais préciser. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions, Olivier. Donc, Olivier est à la direction générale des aires protégées. C'est bien ça, Olivier? Je n'ai pas écorché ton titre. C'est la direction des aires protégées du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Parfait. Merci beaucoup. J'avais une autre question, cette fois de Gilbert Toussignan, qui demandait: est-ce que la clause PPMN sera incluse dans l'acte d'hypothèque qu'on doit signer avec la FFQ, donc Fondation de la Faune du Québec? La clause PPMN, normalement, doit, ben, je sais pas, je suis pas sûr je sais pas si on parle de l'exemple, mais normalement, là, dans la mécanique, comment ça se passe, là, c'est que la clause PPMN vous est exigée par la FFQ, qui va vous fournir le libellé. Elle va vous être exigée par la FFQ d'être incluse à même votre acte d'acquisition. Donc, l'organisme de conservation, quand il fait l'acquisition de la propriété auprès d'un vendeur, c'est là que la clause va devoir être incluse et non dans l'acte d'hypothèque. Excellent, merci beaucoup. Une autre question, cette fois de Léa Boutier. Est-ce que la servitude d'utilité publique doit être arpentée? Donc, je pense que tu répondais un peu tantôt avec la question des lignes hydroélectriques. Oui, c'est ça. Ben, en fait, en tout cas, nous, je peux répondre à comment nous, on fonctionne à Conservation de la nature quand cette situation-là arrive, là, parce qu'il faut quand même prendre pour acquis que 25% de la superficie d'une propriété, c'est assez énorme, là. Donc, nous, notre géomatique, puis je comprends que ce pas tous les organismes qui ont un service de géomatique, mais notre géomatique va s'assurer via photosatellite que la superficie de la servitude d'utilité publique et de son emprise ne dépasse pas 25% de la propriété. C'est jamais arrivé qu'on était même proche de 25%, donc on n'est jamais allé jusqu'à la faire arpenter. Mais si vous n'avez pas de service de géomatique puis que vous êtes sur la limite, j'aurais tendance à dire qu'il va falloir que ça soit probablement arpenté. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait écouter Olivier là-dessus là, pour voir quelles seraient ses recommandations, là.
Ben, en fait, oui, je crois que les cas vont être assez exceptionnels quand on se retrouve avec un 25 je vous dirais, c'est sûr qu'il y a un risque s'il n'y a pas d'arpentage puis que le 25 est dépassé, ben, on se trouve devant une problématique potentielle. Cependant, je vous dirais, et c'est pas, je vous dis pas de ne pas le faire arpenter, mais c'est sûr que quand un projet est soumis au PPMN, il est analysé par un comité de sélection des projets qui est constitué de membres de la SCCN et de membres du ministère. Et c'est évident que dans un cas où on verrait une portion importante de la propriété qui a une ligne de transport d'électricité, ben de deux choses l'une. On va soit faire la validation nous-mêmes ou à la limite, on va demander qu'il y ait un arpentage effectivement qui soit fait. Je suis un peu embêté de répondre parce que je dois vous dire que le cas de figure ne s'est jamais présenté à ma connaissance. C'est ça. Dans un projet. Mais c'est sûr que nous, on va faire une analyse, puis si de deux choses l'une, soit on va décider qu'on va faire l'analyse nous-mêmes et nous assurer par le biais de notre propre service géomatique qu'effectivement, on ne dépasse pas le 25 ou on va demander un arpentage. Mais c'est sûr qu'avant de rendre notre décision sur le fait qu'on finance ou pas le projet dans le cadre du PPMN, c'est sûr qu'on va vouloir avoir une réponse définitive et claire à savoir est-ce qu'on dépasse le 25 ou pas. Merci. Puis, dans ce cas-là, moi, j'approfondirais peut-être un tout petit peu la question. Dans le cas d'une acquisition de plusieurs lots contigus, si un lot a une assiette qui dépasse les 25%, mais qu'il est acquis dans un groupe de lots, est-ce que le 25% de l'assiette va se calculer sur l'ensemble de l'acquisition ou elle risque d'exclure ce lot-là, puisque lui, plus de 25% serait… Théoriquement, oui, s'il y a plusieurs lots, mais que c'est une seule acquisition et c'est plusieurs lots contigus, on s'entend bien, plusieurs lots contigus dans une même acquisition, c'est sûr qu'on ne va pas faire le calcul du 25 par lot, on va faire le calcul par rapport à la superficie totale de la propriété acquise et des lots contigus qui sont acquis. Parfait, merci beaucoup. Une autre question de Laurent Besner. Est-ce qu'une autorisation de passage non notariée dont le sentier pédestre est à définir est-elle un problème? Attends, répète-moi ça. Ouais, je suis en train de relire aussi. Est-ce qu'une autorisation de passage non notariée sur un sentier pédestre, mais que celui-ci n'est pas encore défini, ça pose problème? Si on sait que ça va être sur un sentier pédestre, mais que le sentier pédestre n'existe pas encore. Oui. Moi, je dirais que ça pose autant de problème qu'une servitude de passage notariée, enregistrée au titre sur un sentier non défini. C'est le concept du non défini qui est problématique. Donc, il faut absolument que ça soit défini. Par contre, là, si je rentre dans le juridique, là, normalement, un droit de passage qui est personnel, si vous faites l'acquisition d'une propriété et que le vendeur avait octroyé un droit de passage personnel à quelqu'un, généralement, ce droit-là ne survivra pas à la transaction. Donc, vous n'aurez pas cette problématique-là. Là. Mais là, c'est sous toute réserve. Là. Donc, c'est pour ça que si vous avez un droit de passage personnel non défini, en général, c'est que c'est votre organisme qui l'avait octroyé. Donc, faites pas ça. Faites toujours des droits de passage définis. Ben, effectivement, puis je dirais, dans le cas d'un droit de passage à pied, s'il est non défini et non exercé au moment je dois dire que j'ai aussi un peu de difficulté à voir comment un cas de figure comme ça pourrait se présenter, mais dans le cas où il y aurait un droit de passage non défini et au moment de l'acquisition de la propriété, un droit de passage à pied notamment,
ben, c'est sûr qu'on pourrait adopter l'approche que Louis a déjà mentionnée, à l'effet qu'on s'entend dans l'éventualité où le droit de passage serait demandé, on s'entend sur le couloir à l'intérieur duquel ce droit de passage serait exercé. Et puis on pourrait aborder la situation comme ça. Parfait. Merci beaucoup. Une autre question, cette fois de Hyacinthe Bérubé. Si la mise en valeur à travers des infrastructures légères est déjà prévue au visa fiscal d'un don écologique, cela peut-il disqualifier en tant qu'aire protégée? Je vais me permettre une réponse, puis je vais laisser Olivier compléter, mais ouais, faut pas confondre. C'est pas parce qu'un projet est admissible au don écologique qu'il est admissible aux critères du PPMN. Donc, si les usages, puis là on donne l'exemple d'infrastructure, mais il y a une série d'autres usages qu'on peut permettre dans un dossier de don écologique, là. Il peut y avoir incompatibilité avec les projets PPMN, puis notamment l'installation d'infrastructures. Il y a certaines infrastructures qui peuvent peut-être être permises, là, du mobilier pour un sentier, là. Mais de façon générale, les infrastructures sur une propriété aire protégée, ce n'est pas compatible. Ben, je vais juste préciser que, effectivement, Louis a tout à fait raison dans le sens que un territoire qui se qualifie dans le cadre du programme de don écologique n'est pas automatiquement considéré comme une aire protégée. Oui, il y a des engagements de conservation qui doivent être pris par le donateur et par celui qui reçoit le don, que ce soit une personne, que ce soit une municipalité ou un organisme de conservation, mais c'est pas un don écologique ne se qualifie pas automatiquement comme aire protégée. D'ailleurs, les dons écologiques ne sont pas automatiquement inscrits au registre des aires protégées au Québec. Ceci étant dit, la récréation extensive, de manière générale, si elle est bien encadrée, si elle est bien planifiée, est généralement compatible avec je parle de récréation extensive, de récréation légère, là, on s'entend, est généralement compatible avec la notion d'aire protégée, avec le statut d'aire protégée. Mais encore là, le diable est dans les détails, là. On mentionnait, oui, effectivement, le type d'infrastructure. Il y a également les milieux dans lesquels on veut faire passer ces infrastructures-là. Évidemment, si vous avez une propriété qui est couverte aux 3/4, ben, mettons à 25% par un EFE, puis que vous avez toute une série de sentiers qui quadrillent en tous sens l'EFE, bien évidemment, ça ne va pas être tellement compatible avec une aire protégée. Il y a également, puis Louis y a fait allusion, il y a également la question de superficie d'aire protégée. C'est sûr que dans une aire protégée de très petite taille, les possibilités de mise en valeur sont très restreintes, voire ne sont pas possibles, alors que dans une aire protégée de plus grande superficie, ben oui, effectivement, on a plus de possibilités de mise en valeur. Puis évidemment, il y a toujours la question qui revient, mais auquel on n'a pas de réponse précise, et si on en avait, on serait bien content, mais on n'en a pas. C'est la question de la densité des infrastructures par rapport à la superficie du territoire. Parfait, merci beaucoup. J'avais une autre question suite à celle-ci, mais finalement, je vais en combiner deux de Laurent Bessner qui a été très actif, parce qu'elles sont vraiment dans la suite logique de celle-ci, je pense. C'est est-ce que les sentiers de vélo de montagne construits selon les normes de Vélo Québec sont compatibles avec le statut d'aire protégée? Olivier, je pense que je te laisserai répondre à celle-là. Après, ils sont pas considérés comme incompatibles, mais ils doivent être très bien encadrés. Et on s'entend,
le soin à apporter à ces réseaux de vélos de montagne est encore plus grand que dans le cas des réseaux de sentiers pédestres, ne serait-ce que parce que, bon, au-delà de l'affluence sur ces sentiers-là, c'est évident qu'un vélo de montagne, en termes d'énergie cinétique, c'est plus important, ça dégage une plus grande énergie cinétique qu'un randonneur et donc les problématiques et les possibilités d'érosion sont nettement plus importantes. L'autre élément, c'est que quand on développe des réseaux de sentiers, que ce soit de n'importe quel type, on vise à minimiser autant que faire se peut l'impact sur le milieu naturel. Et dans le cas, par exemple, de vélos de montagne, c'est sûr qu'on ne va pas commencer à modifier le terrain pour augmenter, par exemple, la difficulté ou augmenter le niveau technique du sentier simplement pour cet objectif-là. Parce qu'on ne va pas compromettre, on ne va pas augmenter l'impact ou l'intensité ou le niveau de modification du milieu naturel strictement et uniquement pour augmenter le niveau technique du sentier. De la même façon, c'est sûr que le vélo de montagne, dans les pentes qui commencent à avoir un certain pourcentage de pente, on va peut-être ne pas installer ces sentiers-là dans ces secteurs-là. Pourquoi? Parce que le risque, évidemment, d'érosion est notamment plus élevé dans ces secteurs-là. Donc, puis il y a toujours la question de densification des infrastructures qui revient, parce que évidemment, les sentiers de randonnée pédestre et les sentiers de vélo ne sont pas, on ne peut pas les combiner dans un même sentier, ça ne marche jamais et ça crée des problèmes. Donc, je vous dirais, ce n'est pas un nom catégorique, mais c'est vraiment il y aura une analyse très serrée, pensez-y bien, comme pour tous les aménagements récréatifs d'ailleurs, dans le cas de sentiers de vélo de montagne, mais cette analyse, je crois, sera encore plus rigoureuse dans le cas des vélos de montagne à cause des informations qu'on a, que je viens de dire. Et le dernier point que je mentionnerais, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on l'oublie souvent, le PPMN, oui, on le finance en grande partie, mais au bout du compte, légalement parlant, à la fin de l'acquisition, que ce soit une acquisition de plein droit ou une servitude réelle et perpétuelle, c'est l'organisme qui a réalisé le projet qui est le propriétaire légal du terrain. Donc, l'organisme de conservation a également à se prononcer. C'est sûr que dans le cas où un organisme de conservation déciderait pour X raisons que lui n'acceptera pas de sentier de vélo de montagne dans ses propriétés, c'est sûr que ce n'est pas le ministère qui va commencer à faire pression sur l'organisme de conservation. Au ministère, on considère que l'organisme de conservation est nettement le mieux placé pour évaluer si effectivement un réseau de sentiers de vélo de montagne, pour X raisons, n'est pas pertinent pour tel ou tel territoire. Juste aussi un petit mot par rapport aux sentiers de vélo de montagne. On en a quand même certains là, à conservation de la nature. Puis je peux vous dire par expérience que ce sont des usages qui sont un peu plus difficiles à contrôler que les usages un peu plus traditionnels parce qu'il y a beaucoup de circulation hors sentier. Donc, c'est à prendre quand même en considération dans votre réflexion, là. Ça doit être très, très bien balisé, surveillé, parce que
c'est ça. Parce qu'un des éléments qui est le fun en vélo de montagne, c'est de pouvoir sortir des sentiers. Donc, c'est quelque chose qu'on vit sur plusieurs de nos propriétés où est-ce qu'il y a des vélos de montagne qui sont autorisés, même s'il y a des sentiers, il y a beaucoup de circulation qui se fait à l'extérieur, puis ça a des impacts assez importants. Parfait, merci. Je vais garder une question de Marc Leloup puis de Sébastien Lévesque pour après, mais dans le même registre, est-ce que l'autorisation de circuler avec des chiens sur les sentiers des lots est compatible? Sur les sentiers est compatible en fait. Olivier, si je me fie au libellé des ententes de reconnaissance de réserve naturelle, je pense que la circulation avec des animaux domestiques est permise, mais si c'est en laisse, hein, de mémoire, là. De manière générale, oui. Je dirais que dans le cadre des aides financières et programmes d'aide à l'intendance privée, un peu l'approche qu'on a adoptée, c'est parce qu'il ne faut pas se le cacher, les animaux domestiques, et il y a des études là-dessus qui le démontrent clairement, les animaux domestiques, quand ils ne sont pas tenus en laisse, peuvent avoir un impact non négligeable sur la faune notamment, sur également différents aspects sur différents objectifs de conservation qu'on veut essayer d'atteindre dans une aire protégée. Et la problématique, même si on dit que votre chien doit être en laisse, on le sait, vous l'avez tous vu, là, à chaque fois qu'on se promène là, dans une aire protégée, il y a des chiens. Moi, je trouve que ça m'est jamais arrivé de me promener dans une aire protégée qui permet des chiens et de ne pas voir à un moment donné, même dans les parcs nationaux, des gens qui se promènent avec leurs chiens sans laisse. Donc, on a toujours cette problématique-là. L'approche qu'on avait préconisée dans le cadre donc, de ces programmes et aides financières, c'est dans les cas où il n'y avait pas d'utilisation, je dirais, formelle ou importante, préexistante avant l'acquisition du terrain, on avait tendance à essayer de ne pas permettre les chiens. Quand il y avait effectivement une utilisation préexistante, et surtout dans les cas où cette utilisation-là était quand même relativement importante, ben oui, il nous est arrivé de permettre la présence de chiens domestiques, mais à ce moment-là, bon, on met la condition sine qua non qui doit être en laisse et on espère que la majorité des maîtres vont effectivement suivre cette règle et que la gestion de l'aire protégée par l'organisme propriétaire va quand même contribuer à favoriser le respect de cette règle. Parfait, merci beaucoup. Puis, donc là, on change de catégorie, mais est-ce que la radiation des actes ou vices ou des rachats de titres qu'on a évoqués tout à l'heure font partie des dépenses admissibles au PPMN? À prime abord, je crois que oui. Là, surtout si on demande que l'acte soit radié, c'est sûr que ce serait un petit peu illogique de notre part de demander de la radiation d'un acte, puis après ça, de dire que la dépense est inadmissible. En tout cas, à brûle pour point, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas admissible. Il y a peut-être des cas un peu particuliers où la radiation est obtenue à une date subséquente ou précédant pas l'acceptation du projet, voire les dates de dépenses admissibles qui sont spécifiées au PPMN, bien là, évidemment, on ne pourra pas financer une dépense qui est en dehors des dates admissibles, mais à part cet élément-là. Parfait. Merci beaucoup. Puis, je vais poser la question à Marc, mais il avait posé une question à propos des garanties légales, mais je ne suis pas sûr de bien pouvoir la poser. Fait que Marc, je viens d'ouvrir ton micro. Si jamais tu veux la poser à l'oral, ça m'arrangerait. Sinon, j'aurais une question de Stéphane Tanguay. Oui, je voulais juste, j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y avait
sur la garantie légale, il devait y avoir une absence de garantie légale. J'ai pas bien saisi non, désolé, c'est l'inverse. C'est je disais juste que dans les actes de vente qui sont généralement assez standards là, d'une transaction à l'autre, c'est pour ça que je ne me suis pas éternisé là-dessus. Je disais, par contre, un des éléments à valider, c'est assurez-vous, vu qu'on est dans un contexte d'air protégé, la pérennité des titres est importante. Ce qui s'est passé sur le terrain aussi avant est important. Donc, assurez-vous idéalement de faire des transactions avec garantie légale. Et quand les transactions sont faites sans la garantie légale, il faut comprendre pourquoi. Il y a des situations où est-ce que c'est correct, c'est normal. Là. Si on acquiert d'une succession, par exemple, en général, ça va se faire sans garantie légale. Dans le cadre d'une donation, généralement, ça va se faire sans garantie légale. Mais assurez-vous quand même de comprendre pourquoi, si vous êtes dans un cadre d'une transaction un peu régulière, de comprendre le pourquoi si une transaction, si le vendeur veut faire ça sans garantie légale. Puis dans ce cas-là, moi, ce que je dis toujours à mes équipes, c'est qu'il faut s'assurer de monter d'un cran notre niveau de vérification diligente. Donc, nos titres, il faut vraiment qu'ils aient été passés au peigne fin. Notre évaluation environnementale sur le terrain doit être top, hyper complète, parce qu'on ne pourra jamais revenir contre le vendeur s'il y avait un enjeu avec la propriété dans le futur. OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question de Stéphane. Stéphane Tanguay qui avait levé la main depuis un petit moment. Puis après, on pourra mettre fin à cette session d'information puisqu'on a déjà dépassé les délais. Fait que Stéphane, ton micro est ouvert. Oui, c'est bon. J'ai été capable de l'ouvrir. Alors, ma question est un peu à la marge. Je comprends que pour une propriété qui est à crise dans le cadre du PPMN, ça nous crée des obligations de demander des autorisations auprès du MELCC si jamais on change des choses par rapport à ce qui avait été convenu au moment de l'acquisition. Puis je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, moi, j'ai découvert avec bonheur qu'un de nos terrains est reconnu dans le registre des aires protégées depuis je ne sais pas quand exactement à titre de milieu naturel de conservation volontaire. Et donc, je me demandais si cette reconnaissance-là, qu'on n'a pas demandé, mais qu'on est très heureux d'avoir, nous amène finalement des obligations similaires ou ça nous amène d'autres charges finalement qu'on n'a peut-être pas là, intégrées dans nos pratiques actuellement. J'ai une réponse légale à ça, mais Olivier, peut-être que si tu veux commencer par une réponse plus... Vas-y avec ta réponse légale. La réponse légale, c'est que ça dépend de vos ententes de financement qui vous liaient au moment de votre acquisition, mais s'il n'y en avait pas, par exemple, ça vient d'un donateur privé qui n'avait pas d'exigence particulière, vous n'avez rien à demander outre le respect de votre régime constitutif d'OBNL si vous voulez faire des changements, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que vous êtes tenu à respecter certains critères en termes à titre d'OBNL. Mais auprès du ministère, je ne crois pas que si vous n'ont pas financé la transaction puis que vous n'avez pas d'entente avec eux, je ne vois pas pourquoi vous auriez à aller demander des autorisations. Ben, effectivement, dans la LCPN, puis je n'ai pas vérifié si dans la nouvelle mouture de la LCPN, c'est la même chose. Dans la LCPN, il est bien précisé que normalement, dans le cas de reconnaissance d'une réserve naturelle, le propriétaire de la réserve naturelle doit normalement aviser le ministère lorsqu'il y a changement de propriétaire du territoire qui a été reconnu en réserve naturelle. Mais dans le cas du registre, il n'y a pas cette obligation-là. Maintenant, si tu fais référence à la tourbière de Johnville, ce territoire-là, cette servitude-là, et c'est sur la base de cette servitude-là que ça a été reconnu au registre, a été acquise dans le cadre des je me souviens plus, je crois que c'était le programme de conservation du patrimoine naturel en milieu privé qui s'est déroulé de 2005 à 2008. Donc oui, vous avez non seulement bénéficié d'argent dans le cadre de ce projet-là pour établir cette servitude-là, mais vous avez signé une entente de partenariat financier avec le ministère, entente qui est encore valide et qui s'applique encore. Et vous avez également il faudrait que je vérifie dans les actes parce que dans certains cas, c'est une minorité, mais dans certains cas de figure, on n'a pas été en mesure d'inclure les clauses du ministère, mais
les chances sont que dans vos actes de servitude, vous avez la clause du ministère qui a un peu évolué en termes de formulation, mais vous avez cette clause-là. Donc, vous avez des obligations en vertu de ces ententes-là et non pas en vertu de l'inscription au registre. Et je terminerai juste en précisant une chose, la clause en faveur du ministère, en fait, elle ne date pas d'hier. Elle a évolué dans sa terminologie, mais elle a été introduite dès les premiers projets du Programme national pour le développement d'un réseau privé d'air protégé, programme qui s'est étalé de 2002 à 2005. Donc, juste un complément de question, finalement, si on est reconnu comme milieu naturel de conservation volontaire, c'est forcément parce qu'il y a eu à un moment donné une entente avec le ministère. Il ne peut pas y avoir eu, un peu comme disait tantôt Louis, quelqu'un qui a fait un donateur pas anonyme, mais un donateur où il n'y a pas eu de financement, tout ça. Il ne sera pas à ce moment-là probablement inscrit dans le registre comme milieu naturel de conservation volontaire. Oui, pas nécessairement, parce qu'il y a certaines propriétés qui ont été acquises hors programme, qui sont reconnues comme milieu naturel de conservation volontaire, comme il pourrait y avoir certaines servitudes acquises réelles et perpétuelles, on s'entend, acquises hors programme, qui seraient reconnues comme milieu naturel de conservation volontaire. Dans le cas de la tourbière de Johnville, c'est parce que cette servitude-là, c'est évident que la majorité des servitudes qui ont été acquises, qui figurent au registre comme milieu naturel de conservation volontaire, sont des servitudes qui ont été financées dans le cadre des programmes. Pourquoi? Parce qu'on a été en mesure à ce moment-là de faire une étude détaillée du libellé de la servitude et donc on a validé qu'effectivement, ça se qualifiait. Bon, okay. Ceci étant dit, juste préciser que ce n'est pas une garantie absolue parce que la notion d'air protégé évolue. D'ailleurs, l'UICN elle-même a revisé ses critères je crois que c'était en 2008. Donc, il est possible dans certains cas que certaines servitudes acquises précédemment dans les programmes d'aide à l'intendance privée précédents ne rencontrent plus certaines exigences qui sont maintenant demandées pour reconnaître un territoire comme réserve naturelle. Mm-hmm. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est sûr que la majorité des servitudes qui sont reconnues comme MNCV au registre, à l'heure actuelle, ont été financées dans le cadre des programmes. Parfait, merci. Bien, merci beaucoup pour ces réponses. On a dépassé déjà de 13 minutes, fait que je pense qu'on va pouvoir conclure cette présentation. Merci beaucoup Louis de ta présentation, puis merci Olivier des compléments d'information que tu as pu nous apporter. Je vous rappelle que cette présentation et la session de questions associées seront disponibles cet après-midi ou demain ou plus tard sur notre chaîne YouTube et sur le site du RMN si vous voulez partager à des collègues qui n'ont pas pu y assister. De notre côté, au RMN, nos prochains événements, on a notre Assemblée Générale annuelle, en fait, jeudi prochain, à midi, qui sera précédé d'un rendez-vous RMN concernant les fonds de dotation. Vous êtes tous invités à y participer si vous le souhaitez. Le 25 mai, donc on aura le jeudi prochain, en fait, même heure, même endroit, on aura le dernier webinaire de notre série de webinaires sur le programme PPMN qui concernera spécifiquement, lui, le volet intendance, qui concerne notamment le financement des différentes infrastructures qui pourraient être admissibles au PPMN ou en tout cas tous les frais de gestion. Je vous invite à y être si ça vous intéresse. Je pense que ça en intéressera beaucoup. Et on a aussi le 26 mai à midi notre traditionnel Midi Conservation qui concernera, lui, le programme Excellence Biodiversité pour les municipalités, je pense, de Réseau Environnement. Si vous connaissez, vous travaillez régulièrement avec des municipalités, justement, je vous invite à les inviter aussi pour leur faire connaître ce programme-là qui vise à favoriser l'excellence en matière de biodiversité par les municipalités.
Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis j'espère vous revoir bientôt, en vous souhaitant une belle après-midi ensoleillée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.